pense qu'on est une société privilégiée. Je Mhm, pense qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Et mhm. je pense qu'on vit beaucoup trop sur nos acquis. Et je pense qu'il y a un moment, en fait, il faut y aller, quoi. Il y a des gens qui ont beaucoup moins dans d'autres pays, en Afrique, et qui arrivent à faire des choses extraordinaires. De salarié à entrepreneur, du SMIC à millionnaire, Fille de Mars est l'émission du mois de mars à ne pas louper pour une bonne dose d'inspiration. Du 1er au 31, retrouve une femme par jour qui nous dévoile qui elle est, son histoire et des conseils de folie qui vont te faire passer au niveau supérieur. Fille de Mars, c'est des interviews exclusives avec des femmes d'horizons différents qui te montrent que tout est possible, que les femmes peuvent suivre leur propre chemin du moment qu'elles se choisissent et qu'elles passent à l'action. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Filles de Mars où aujourd'hui je vous fais rencontrer une femme qui moi-même je vais rencontrer en même temps que vous, tout simplement parce qu'elle m'a été recommandée par une des femmes intervenantes de cette émission, donc Alison. Merci beaucoup à toi. Et je remercie du coup Elisa d'être parmi nous et de bien vouloir nous parler de son parcours, de ce qu'elle fait et de qui elle est. Bonjour Océane, avec plaisir. Merci à toi de m'avoir proposé cette interview. Et j'espère que je vais pouvoir te raconter des choses intéressantes et inspirer, si possible, les femmes qui t'écoutent, qui nous Eh écoutent. ben, merci beaucoup et on a hâte de tout découvrir de toi. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous parler de toi en quelques mots, simplement pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Alors, je m'appelle Elisa Savioli, je suis tatoueuse. Je suis spécialisée dans les tatouages d'aréoles mammaires pour les femmes qui ont eu donc un cancer du sein. Après, je me suis aussi spécialisée dans tout ce qui était recouvrement de cicatrices. Et puis là, j'ai un nouveau bébé qui s'appelle Zamani et qui est une marque de vêtements inclusive, on va dire, pour vraiment toutes les femmes, peu importe leurs origines, leur religion et toutes leurs croyances, on va dire. C'est vraiment pour permettre à toutes les femmes de s'habiller au même endroit. Ok, j'adore, j'aime beaucoup. Je mettrai tout ça en description, bien sûr, pour qu'on puisse te Ouais. trouver et qu'on puisse trouver cette marque qui a l'air vraiment très intéressante. Donc, tu es tatoueuse, tu es aussi également, du coup, créatrice de vêtements. Tu es aussi. Ouais. Mais du coup, quelle était la première chose que tu as voulu être ou faire en grandissant? Oh là là, ça c'est la question terrible. Alors, toute petite, j'ai le souvenir de vouloir être ce qu'on appelle maintenant illustratrice. En fait, je dessinais ma vie, la vie de mes parents, la vie de la famille. Je faisais plein de dessins de partout, je les mettais de partout. J'ai des dessins humoristiques qui sont restés très longtemps dans le bureau de mes parents. Mais j'ai jamais su ce que je voulais faire dans la vie. Il y a une année où je me suis inscrite après le bac. Je me suis inscrite en école d'archi d'intérieur, école de journalisme, LEA, psychologie. Vraiment, je savais pas. J'ai jamais su ce que je voulais faire. Et encore maintenant, hein, si tu me demandes, je peux te dire, ah, mais là, j'ai vraiment envie de faire anthropologue. Je pense que j'arrêterai jamais, en fait, de me renouveler. J'ai C'est besoin génial. d'approfondir à chaque fois, en fait, des nouveaux sujets ou des nouvelles choses qui me viennent. J'adore, j'adore. J'aime beaucoup les gens qui s'arrêtent pas à une seule chose et qui veulent apprendre différentes choses. Je trouve que c'est tellement. Alors pour nous, c'est pénible. Enfin, pour les personnes qui vivent ça, c'est pénible. Mais en même temps, pour les personnes qui t'écoutent, c'est très inspirant parce que du coup, elles peuvent se dire, c'est génial parce que du coup, on n'a pas l'impression que tu es de limite à te dire, OK, parce que j'étais là, ou parce que je suis dans ce métier, ou parce que je suis ci, ou parce que je suis ça, je vais m'arrêter à ça et ne pas aller voir ailleurs. Non, d'ailleurs, à chaque fois que je raconte cette histoire, je pense que c'est mes parents qui. Je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est la vie qui t'amène là où tu es. Et voilà, moi, j'ai mes deux parents qui sont fils d'immigrés, qui ont grandi dans des quartiers. Voilà, ma mère est de Seine-Saint-Denis, mon père est de quartier lyonnais. Ils ont commencé la vie avec rien du tout. Et pourtant, ils ont réussi alors qu'ils n'avaient pas fait d'études. Donc moi, je me suis toujours dit, faut pas que mes enfants entendent, mais c'est pas grave si l'école ça marche pas. Quoi qu'il arrive, en fait, j'arriverai à faire quelque chose. Et je me souviens, tous les métiers que j'ai voulu faire, il y avait le métier d'océanographe.
Et je me rappelle avoir dit à ma mère, ça y est, j'ai trouvé, je vais être océanographe. Mais j'étais une quiche en maths. C'est-à-dire vraiment, j'étais vraiment niveau 0, 0. Et ma mère m'avait dit, OK, d'accord, bah écoute, fais tout ce qu'il faut pour. Et puis, si tu veux être océanographe, tu seras océanographe. Et je pense que si j'avais dit à ma mère, j'ai envie d'être astronaute, elle m'aurait dit, vas-y, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est vrai que on est quand même dans une société où on met beaucoup de barrières. Il faut rentrer dans des cases, il faut être ci, il faut être là. Et je pense que c'est ça aussi qui bloque. Moi, sans vouloir, voilà, j'ai 40 ans, donc il y a des choses que je vois maintenant avec un peu de recul. Et je me dis, ben, en fait, maintenant, c'est encore plus bloqué qu'avant, alors qu'avant, c'était nous qui nous bloquions nous-mêmes. Mm. Et du coup, c'est vrai que malgré tout, on voit toujours des profils maintenant de gens qui sont jamais rentrés dans le moule et qui sont capables de faire des belles choses. Et ça, Totalement. c'est assez inspirant. C'est le genre de profil de personnes que j'aime beaucoup. Eh ben, je te comprends totalement, c'est très très inspirant. D'ailleurs, en parlant de personnes inspirantes, en parlant un peu de ta vie, de tes parents, est-ce qu'il y a un moment clé dans ta vie qui a marqué un tournant décisif pour toi? Par rapport à ma vie professionnelle, Oui, ou peut-être personnel. bah, il y a je pense qu'il y a deux points qui font que maintenant ma vie est comme ça aujourd'hui. C'est mon mari que j'ai rencontré au lycée. Et à ce moment-là, on était des amis. On est restés amis pendant 10 ans, jusqu'à ce que j'ai 25 ans. Et du coup, ben, quand voilà, j'étais jeune, je disais toujours, je vais partir, je veux pas rester en France, je veux découvrir le monde. Je vais me marier avec un Américain, mais il s'avère qu'il est plutôt d'origine russe. Mais du coup, l'avoir rencontré et faire maintenant ma vie avec lui, avoir des enfants, une famille, et voilà, faire cette vie où on voyage constamment, c'est une joie personnelle, c'est pas une réussite personnelle parce que c'est son travail qui nous amène à ça, même si on pourra en parler après si tu veux, mais la vie de conjoint suiveur, comme on dit dans le monde de l'expat, c'est aussi quelque chose, mais voilà, de l'avoir rencontré lui, de faire cette vie-là, c'est quelque chose voilà, qui me plaît énormément, même si c'est fatigant psychologiquement. Et puis, c'est le décès d'une personne. On dit toujours que les tatoueurs, c'est un peu des drama queens, mais pour le coup, je ne peux pas parler autrement de ce tournant de vie. Le décès d'une personne qui m'a fait connaître Léon Bérard, qui est l'hôpital de Lyon des personnes qui ont le cancer. Et j'ai découvert le service pédiatrique de Léon Bérard, je ne vais pas dire grâce à elle, ni à cause d'elle, mais parce que je la connaissais. Et du coup, ben, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vision de la vie, ça a changé mon rapport à la vie. Et du coup, ben, c'est comme ça que j'ai découvert mon métier actuel. Ok, très bien, très, très intéressant ce que tu peux nous dire sur ta vie. Du coup, tu as pu découvrir ce métier grâce à elle. Est-ce que le fait que tu te sois spécialisée dans la reconstruction Le tatouage d'Harold Mamère, aider, enfin, c'est pas la reconstruction est faite par les chirurgiens. Mais moi, en fait, du coup, comme je dis, je suis la cerise sur le mamelon. C'est vraiment la toute dernière étape après la reconstruction des chirurgiens. En fait, c'est moi qui viens redonner la symétrie visuelle à la reconstruction à la poitrine de mes clientes. D'accord. Et ça a été aussi grâce à cette personne que tu as découvert je trouve que Non, en fait, Léon Bérard, c'est surtout le service pédiatrique. En fait, il faut connaître, enfin, il faut que les infirmières vous connaissent pour vous faire rentrer. Il faut, bah, du coup, voilà, il y avait plein de petits trucs. Il faut que les parents disent oui, d'accord, elle vient. Il y a très, très peu de gens qui peuvent rentrer. Et en fait, quand on rentre c'est un peu un microcosme. Et du coup, tu te dis, mais ok, il y a des réalités de vie qui sont complètement différentes de la nôtre. Bien évidemment, tu l'imagines, tout ça, mais quand tu le vois, moi, personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. Ça m'a fait un choc. Et à chaque fois que je rentrais à la maison, je me disais, mais t'as pas le droit de te plaindre. Enfin, on a le droit d'être triste, bien évidemment, c'est notre vie, mais en soi, on est obligé de relativiser. Et en fait, quand tu vas à Léon Bérard, il y a plein de gens qui viennent
pour faire des cours aux enfants, pour les maquiller. Il y a des gens qui viennent habiller en super-héros pour juste le divertissement. Il y a des gens qui viennent jouer au ping-pong. Et je me disais, c'est magnifique. Enfin, tous ces gens-là, ils prennent de leur temps de famille, de leur temps de vie après le travail pour venir faire du bénévolat. Et du coup, une fois que cette personne est décédée, je me suis dit, moi aussi, en fait, j'ai envie de continuer. Enfin, c'est quelque chose, quand tu l'as dans ta vie, c'est dur de se dire, ok, maintenant c'est fini, je veux fermer les yeux et je reprends ma vie normale. C'est quand ça est vraiment ancré en toi, c'était difficile. Alors du coup, je me disais, je suis trop jeune. Enfin, déjà, j'ai pas les diplômes pour faire du bénévolat, pour donner des cours ou quoi. Même pour donner des cours de dessin, ils font pas rentrer n'importe qui, donc il fallait quand même montrer qu'on savait faire. Je savais pas vraiment quoi faire, mais je sais que je voulais faire quelque chose, pour aider. Et en fait, un jour, YouTube me propose la vidéo d'une Canadienne qui faisait un tatouage d'aréole mammaire. Et là, je me suis dit, ah, c'est ce que je veux faire, c'est absolument ce qu'il faut que je fasse. Et c'est là que j'ai appelé Alison, que tu as interviewé juste avant. Et je lui ai dit, Alison, j'ai perdu quelqu'un, je veux faire du tatouage d'aréole mammaire, est-ce que tu veux me former? Elle m'a dit, OK. Waouh! Et je trouve que vous êtes toutes les deux des belles rencontres et je dis souvent qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie, donc cette vidéo n'est pas, je pense, apparue par hasard. Et Alison est une femme, vous le savez, hein, nos chères auditrices, qu'elle elle est une personne très bienveillante et adorable et avec beaucoup de conviction et très authentique. Donc, je trouve que votre rencontre, même si je n'ai pas vécu, je ne le vois pas et je ne vous ai jamais vu ensemble, est très, vous êtes complémentaires, quoi. Oui, Alison, elle est très différente de moi. C'est quelqu'un qui est très organisé, très droit, très carré. Moi, je suis vraiment plus l'artiste qui va partir dans tous les sens. Origine du Sud, donc il n'y a pas de problème, il y a toujours moyen de moyenner. Et Alison, quand je l'ai rencontrée, c'est rigolo parce qu'en fait, des fois, on est en décalage. J'avais l'impression d'être la maman et je comprenais pas pourquoi ce magnifique bébé qu'on avait trop bien fait était, était en souffrance un petit peu, la vie difficile, elle voulait plus, tout ça. Et en même temps, quand on inversait les rôles et qu'elle me formait, elle était, je la trouvais, je la trouve toujours d'ailleurs super inspirante. Et je la regarde toujours, moi, en bas et elle en haut, quoi. Et c'est quelqu'un qui est très, très inspirant. Et dès que j'ai un souci, besoin d'énergie ou autre, je l'appelle tout de suite. C'est magnifique. J'aime beaucoup quand on a des rencontres comme ça dans notre vie. C'est toujours, c'est comme si nos âmes ils étaient faits pour participer à un petit bout de notre vie, quoi. Donc c'est incroyable. Donc tu nous as dit que tu étais du coup la femme de quelqu'un qui voyage beaucoup pour son travail. Voilà. Tu as aussi du coup 2 enfants. C'est ça. Alors ma première question, c'est est-ce que du coup tes enfants sont nés sur le territoire français ou ils sont nés durant un voyage d'affaires avec ton mari? Non. Alors, mes enfants sont nés en France. Du coup, si jamais on parle aussi d'entrepreneuriat, d'inspiration, par exemple, mon mari, quand je l'ai rencontré, donc on était amis, j'ai souvenir tout le temps, il me disait un jour, j'étais un peu amoureuse de lui, mais il ne faut pas lui dire. Et du coup, je me rappelle d'une fois où il arrive et il me dit, je vais arrêter le lycée, je vais me lancer dans le foot. Et du coup, je me suis dit, oh mon Dieu, mais je ne vais plus le voir. Ça y est. Et je me rappelle de ce moment. Et ce moment, en fait, il a engendré plein d'autres choses derrière. Du coup, une fois que on s'est mis ensemble, là, il y a une semaine en particulier où le lundi, j'apprends que je suis enceinte et le mercredi, il apprend que le job où il avait postulé, il est pris et il doit partir vivre en Russie. Et là, moi, je me dis, oh là. Mais en fait, des occasions comme ça, dans une vie, tu n'en as qu'une seule. Donc, il était juste impossible que je le dise. Il est hors de question que tu partes, je suis enceinte, je veux que tu restes à côté de moi. Du coup, je lui ai dit, pars. Et à l'ancienne, je vais faire ma grossesse avec ma mère. et puis, je viendrai te voir. Donc, je suis allée le voir. On avait un peu regardé pour les accouchements en Russie, mais moi, je ne me sentais pas du tout d'accoucher à l'étranger. Donc, je suis rentrée en France et tout s'est bien goupillé. Il a pu rentrer. Et puis, il est resté une semaine après que j'ai accouché. Et puis, il est reparti. Cette fois, on avait déménagé à Paris.
D'accord, ok. Donc, ça fait 15 ans que vous êtes ensemble, c'est Et ça? ça fait 15 ans. C'est beau, bravo à vous deux. Aujourd'hui, je sais que du coup, tu es en Égypte. Oui. Et comment que ça se passe la vie donc, c'est expatrié, c'est ça? Ouais. Comment, Enfin, bah, comment toi, tu le vis en tant que femme suiveuse, comme tu nous l'as dit tout à l'heure? ok. Alors, il faut rembobiner un petit peu. On est parti en Russie, en Chine, pardon. Et quand il y a eu une fin de contrat, je suis rentrée en France et c'est là que j'ai commencé à faire ma formation de tatoueuse. Et là, j'ai pas arrêté pendant 3-4 ans à peu près. Et j'adorais mon métier et j'ai vraiment réussi à décoller tout de suite, à vivre du tatouage. J'adore rencontrer des gens. Voilà, j'étais vraiment épanouie. Moi qui savais pas quoi faire de ma vie, jamais. Je me suis dit, j'ai trouvé ma place. J'ai trouvé mon monde, ça me correspond, la liberté de vouloir être qui on est, on peut dire ce qu'on veut, de toute façon, on est des tatoueurs, donc on s'en fout, enfin, les gens, ils nous prennent de toute façon pour des gens un peu particuliers. Ça, j'aimais beaucoup. Et arrive le moment où il me dit, bah, écoute, j'ai trouvé enfin voilà, on vient de m'appeler, c'est Naples. Et moi, c'était mon rêve de vivre en Italie. Donc, en fait, ma famille est d'origine italienne et ma famille habitait à 3 quarts d'heure, une heure de Naples. Donc, je lui dis, mais merci mon amour, je suis trop heureuse, le rêve de ma vie se réalise, enfin, et tout. Et donc là, je pars avec ma valise de tatoueuse et on va à Naples. En me disant que de toute façon, je me disais, j'ai qu'à prendre mon dermographe et puis j'aurai des clients. Puisque tout avait été facile en France, ça allait être pareil ailleurs. Mais pas du tout. À Naples, on ne m'attendait pas du tout. C'était très, très difficile de se faire une clientèle. Naples, c'est une ville très particulière en Italie, donc il fallait que je tatoue des gens, mais pour tatouer des gens, il fallait être recommandé par quelqu'un. Enfin, c'était vraiment compliqué. Et en un an, j'ai dû avoir 5 clients, quoi. Donc, des fois, je rentrais en France, je tatouais, je revenais et en fait, j'ai beaucoup pleuré. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup pleuré. J'étais vraiment, je pense qu'on peut dire même que j'ai fait une dépression. J'étais vraiment au fond du gouffre et il a fallu partir de Naples, donc 1 an après, pour aller au Maroc pour que l'envie reprenne encore un petit peu et de me dire, bon, allez, de toute façon, t'as des femmes qui t'attendent en fait, t'as des chirurgiens qui te recommandent, t'as des personnes qui comptent vraiment sur toi, donc t'es obligé d'y aller. Donc au Maroc, bah pareil, c'est un pays musulman, le tatouage est interdit. C'était encore ramer, casser les codes, aller démarcher des gens. C'était compliqué. Du coup, j'ai décidé de me dire, ok, je me spécialise uniquement dans le tatouage derrière ma mère parce que là, les chirurgiens, ils vont avoir vraiment besoin de moi. Donc, du coup, j'ai laissé de côté le tatouage artistique et j'ai commencé à démarcher des chirurgiens pour faire aussi bien des formations que des clientes, tatouer en fait des clientes chez eux au Maroc. Et en même temps, je faisais les allers-retours en France. Ok. Et là, en Égypte, j'ai pas ma mallette, ma valise, je l'ai laissée en France. D'accord. Donc là, tu es en Égypte, ça fait combien de temps? Ça fait depuis le mois d'août. D'accord, donc ça fait pas encore 1 an. Et comment Non. tu te sens du coup aujourd'hui de ne pas pratiquer ton activité? Du coup, je me dis, en fait, du coup, avec le recul, toujours, parce que tu comprends pas les situations quand elles sont face à toi, mais je me dis, bon, ok, ce que je voulais, c'était aider les femmes et je voulais faire du coup des tatouages pour qu'elles se sentent mieux. Maintenant, je suis face à une problématique où je me dis, il y a des chirurgiens qui te recommandent, toi, tu n'es pas disponible, il y a 30 000 mastectomies par an, donc tu vas pas pouvoir subvenir aux besoins de tout le monde. Et après l'Égypte, ça se trouve, je partirai en Asie, je partirai aux États-Unis, je partirai en Amérique latine. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les abandonner. Donc, je me suis dit, plutôt que de faire ça, et ben en fait, du coup, maintenant, je vais former les gens pour que, du coup, ils aient une bonne formation, qu'ils soient aptes, en fait, à rapidement pouvoir faire des aréoles de qualité et pouvoir subvenir aux besoins des gens qui ont besoin, qui sont en France, et que tout le monde puisse avoir accès facilement à un tatouage d'aréole mammaire. Waouh, bravo. Bravo parce que quand j'ai découvert du coup ton compte à travers Alison qui m'avait parlé de toi,
J'ai regardé et la première chose que moi j'avais vue, donc au moment où j'ai regardé ton compte, c'était une photo de la main alors c'était sûrement une Ouais. image de la petite fille avec un tatouage de croix dessus. Et après, donc j'ai regardé ton compte et je me souviens, j'allais fermer mon poulailler avec mon chéri. Et quand j'ai vu que tu faisais justement des tatouages d'auréole mammaire et que tu allais former, j'ai dit, oh, je me suis dit, c'est tellement beau ce que tu fais pour les femmes. Bravo à toi, vraiment. Déjà de l'avoir fait et de partager maintenant avec d'autres personnes qui veulent le faire. Ben, je peux pas garder en fait ce savoir quand quand j'ai décidé de faire ce métier. C'est un métier qui vient des États-Unis, donc c'est vraiment c'est très développé aux États-Unis, au Brésil, en Angleterre. En France, on est très très peu à le faire. Et quand j'ai décidé de faire ce métier en France, il y avait une personne qui le faisait. Je peux donner son nom? Bien sûr, tu peux donner On ton va être- Parce que ça va pas être sympa ce que je vais dire. Bref, et du coup, elle est dans le sud de la France. Et du coup, elle a pas voulu me former, alors que du coup, alors que je faisais du tatouage depuis plus longtemps qu'elle. Et elle voulait tout garder pour elle en me disant que c'était très compliqué, qu'il fallait absolument des heures de tatouage, qu'il fallait ci, qu'il fallait là. Et en fait, je m'étais dit, mais même si elle tatoue tous les jours de l'année, même si elle fait 2 tatouages d'aréole mammaire par jour, même 3 ou 4, elle vient pas à bout de un seul hôpital parisien. À cette époque-là, elle était à Paris. Et du coup, je me suis dit, comment c'est possible que tu puisses garder en fait tout ce savoir pour toi, alors que face caméra, tu dis, je fais ça pour les femmes, c'est pour les aider, mais en même temps, il y aura toujours du travail pour tout le monde. Enfin, tu fais pas, enfin, tu peux pas faire ce métier pour l'argent et pour t'en mettre plein les poches en fait. Donc c'est pour ça que d'ailleurs mes tarifs sont moitié prix par rapport au sien et que je vais transmettre en fait ce que je connais parce que il faut que tout le monde puisse avoir une aréole mammaire en France. Enfin, ça n'a même pas de sens en fait de dire je vais garder le savoir pour moi parce que je dois avoir le monopole de l'aréole mammaire pour les femmes qui ont un cancer du sein et qui veulent se reconstruire et reprendre confiance en elles. C'est juste insensé. Je comprends très bien ce que tu veux dire et ça malheureusement je pense que c'est pas la seule, ça sera jamais la seule, même si c'est triste. Comme on dit, il faut tout pour faire un monde. C'est ça. Mais tu as pu l'apprendre. Maintenant, tu peux toi-même l'apprendre à d'autres personnes. C'est ça, exactement. Magnifique. Et du coup, donc tu vis dans différents pays depuis quelques années. Est-ce que, alors tu parlais tout à l'heure plutôt de joie personnelle et pas de réussite personnelle. C'est quoi la différence pour toi? Alors, ma contribution à ma vie de famille, elle est dans le fait que je suis disponible pour l'éducation de mes enfants, je suis là, je suis présente je joue mon rôle, on va dire, de femme, entre guillemets, qu'on attend de la société. Personnellement, c'est pas du tout un épanouissement personnel. J'aime mes enfants, mais faire que ça, c'est pas du tout moi. Et m'occuper de la maison, c'est pas moi non plus. Et du coup, j'ai mis très longtemps à essayer de trouver le bon mélange pour faire en sorte d'être épanouie aussi bien professionnellement que personnellement. Je comprends. Je comprends totalement et c'est sûr que ça ne doit pas être facile de tout donner tout le temps pour sa famille et de s'oublier un peu dans les autres sphères de notre vie. Étant maman, je compatis un peu, même si on les aime plus que tout le monde, évidemment. C'est ça. Après, c'est vrai que c'est pas parce que je voyage, hein, c'est aussi il y a plein de mamans qui vivent ça. C'est quand même assez souvent qu'une femme, dès qu'elle a un enfant, elle s'oublie, ou elle oublie son couple, ou elle ne vit que pour ses enfants. C'est quand même quelque chose d'assez récurrent et assez fréquent. Mais c'est vrai que soit on est bien dans ce rôle-là, et c'est un des métiers les plus difficiles du monde. Moi, je pense que c'est le plus difficile même. Donc, il n'y a aucun souci, c'est sans jugement. C'est juste par rapport à moi.
je sais que voilà, j'étais pas très épanouie à faire que ça. Et il n'y a aucun problème. Et je pense que tu n'es pas la seule. Et peut-être que d'autres personnes qui nous écoutent se disent comme toi, mais n'osent pas forcément le dire, C'est ça, en l'exprimer. fait. C'est ça. C'est vrai que du coup, on fait souvent ce que la société attend de nous. Et je crois que c'est même un des plus grands regrets quand il y a une infirmière australienne qui a posé la question à des personnes qui étaient en fin de vie. Et les trois quarts disaient, ce que je regrette, c'est d'avoir fait ce qu'on attendait de moi. Bah oui, parce que du coup, on n'est plus dans nos propres plaisirs, mais dans le toujours faire plaisir aux autres, faire C'est ça. plaisir à ceux qui nous entourent, à la société. Et bon, ça, je trouve ça très triste. Et j'espère que tout ça, un jour, changera et qu'on pourra tous au moins faire ce qui nous passionne dans la vie. J'espère aussi. D'ailleurs, ça me fait penser, juste avant notre rendez-vous, on parlait un peu voilà, du féminisme, etc. Toi qui as vécu du coup en Chine, au Maroc et aujourd'hui en Égypte, C'est ça. et qui connaît un peu voilà, la vie en Russie puisque ton compagnon il y a habité et qu'il est d'originaire là-bas. Comment c'est la société, mais en dehors des frontières de la France? C'est très, très différent. Alors, par exemple, en Chine, ça me faisait rire parce que nos revendications européennes, en Chine, c'est des acquis, en fait. Les femmes chinoises, elles ont un caractère de feu, quoi. C'est des tueuses. En fait, on va dire, les attentes ne sont pas les mêmes. Là où nous, on va jouer sur l'amour, sur est-ce qu'ils m'aiment ou quoi, en Chine, vraiment, ça ne les intéresse pas. J'avais rencontré un couple, lui était français, elle était chinoise, et des fois, elle le regardait, elle lui disait « Combien tu m'aimes? Avec quoi tu m'aimes, en fait ?» Et en fait, typiquement, en Chine, il faut qu'un homme achète un appartement à sa copine, il faut qu'il ait de l'argent, sinon, il n'aura pas de femme, quoi. Et du coup, les femmes, après, ça dépend aussi de la classe sociale, bien évidemment, mais en tout cas, à chaque classe sociale, il y a quand même la femme qui arrive tout de suite et qui va s'imposer. Et elle va l'envoyer au boulot, il a intérêt à ramener de l'argent, quoi. Ça, c'était assez drôle parce que souvent, on voyait des choses. Après, elles sont assez libres, elles s'habillent comme elles veulent. Les hommes, j'ai trouvé que les Chinois étaient. Ça fait vraiment très ce qu'on peut voir dans les mangas, tu sais, très romantique. On voyait souvent des filles habillées. Alors, ça me faisait rire parce que c'était même plus des poum-poum shorts, c'était des culottes. Le petit croc-top, la culotte short, et puis le mec derrière avec les chocolats, le gros nounours, la barbe à papa, et il courait après. Et moi, je me disais, mon Dieu, les pauvres mecs. Mais ça, c'était assez rigolo. Et du coup, tout le temps, je disais, j'espère que ma fille elle fera sa crise d'ado en Chine, parce que si jamais elle tombe amoureuse d'un Chinois, je sais qu'il sera tout gentil avec elle et qu'il n'y aura pas les mêmes problèmes qu'en France. On est d'accord. Ouais. Après, en Italie, j'avais aussi une discussion, c'était rigolo, parce que le fait qu'il y ait quand même l'église est très présente en Italie. On attend quand même beaucoup de la femme. C'est en train de changer, mais par rapport à la France, les Françaises sont plus émancipées que les Italiennes. On commence à être maintenant sur des femmes qui travaillent. Voilà, les générations maintenant de 35-40 ans, c'est les premières générations de femmes qui travaillent, qui ne restent pas à la maison, tout ça. Et pourtant, par exemple, quand je disais qu'en France, le salaire d'une femme était inférieur à celui d'un homme pour le même métier, elles étaient choquées. Elles me disaient, mais pourquoi? Et du coup, je disais, bah, parce que c'est une femme. Mais n'importe quoi. Et il y avait des choses qui étaient assez rigolotes comme ça. Alors que, par exemple, à côté de ça, j'ai ma tante qui me dit, Elisa, lève-toi, il va faire un café à ton cousin. Non, il a 18 ans, il a 2 mains, 2 jambes, il va se lever, il va appuyer sur le bouton, il est avocat en plus. il va s'en sortir. Donc, il y a des choses comme ça qui sont assez rigolotes et un décalage. Et puis après, il y a le Maroc. Et le Maroc, ça a beaucoup changé ma façon de voir les choses, de voir le féminisme. Le Maroc, en fait, du coup, quand on est en Afrique et là, encore plus maintenant en Égypte, du coup, on voit les choses vraiment différemment. Que ce soit le racisme, et on peut parler de racisme dans les deux sens. Oui, bien sûr. Je sais que c'est quelque chose qui ne se dit pas dans la société européenne, mais le racisme anti-blanc existe.
Le racisme aussi de culture arabe, subsaharienne par rapport aux femmes, c'est vraiment difficile. La place de la femme dans la société, dans ces différentes cultures-là, par exemple, c'est vraiment complexe. Mm. Si jamais, par exemple, au Maroc, les revendications féministes, elles ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres. Concrètement, au Maroc, là, on se bat pour que les femmes n'aient pas le droit de se marier en dessous de 18 ans, de 16 ans. Donc là, maintenant, ça a été changé, c'est à 16 ans. Et maintenant, elles se battent pour que ce soit 18. Il y a beaucoup de non-dits. Les femmes Alors, ça a changé maintenant. Il y a une nouvelle loi qui est... Enfin, ça s'appelle... Ah, j'ai perdu le nom. La... Ouda, je ne sais plus quoi, pardon. Bref, il y a des nouvelles lois en fait, qui donnent du coup le droit à la maman sur l'enfant. C'est-à-dire qu'en fait, avant, par exemple, mes enfants étaient dans une école marocaine. Il faudrait la signature du tuteur légal. Ok. Non, le papa, en fait. Je savais aucun... Légalement, en fait, la femme, jusqu'à il y a quelques mois, ne valait rien, concrètement, sur son enfant. Au niveau des divorces aussi, le père n'avait rien à donner et quand il partait, la maman se retrouvait seule et n'avait pas le droit sur l'enfant qu'elle gardait à la maison. Si elle le gardait, parce que s'il le prenait, elle n'avait aucun droit de le réclamer, son enfant. Donc là, c'est des choses, voilà. On est sur des vraies revendications profondes et à côté de ça, les Marocaines, elles ont... Enfin, moi, j'ai rencontré que des femmes qui avaient des parcours scolaires, mais de folie, qui faisaient des études avec des masters en arabe, en français, en anglais, dans des langues qui ne sont pas leur langue maternelle, qui avaient des... J'ai trouvé que les Européennes, on dormait un petit peu sur nos lauriers, on avait beaucoup d'acquis, on revendiquait des choses qui, à mes yeux, n'ont pas spécialement de priorité. Et en fait, quand tu vois qu'elles sont autonomes, indépendantes, qu'elles sont capables de gagner des grosses sommes, des chirurgiennes, des experts dans leur domaine, et qu'elles se payent des appartements toutes seules, je me dis, ok, moi je connais personne qui s'est payé un appart toute seule en France. Hein. Et au Maroc, j'en connais plein. Donc je me suis dit, ok, d'accord, on peut faire des revendications, mais il y a un moment, les filles, voilà, il va falloir aussi prouver que tu peux vivre ta vie toute seule. Et les Marocaines, elles le font. Franchement, j'avais même rencontré un prof à l'université de Salé, qui est une université internationale, un pôle énormissime, un truc qu'on n'a jamais vu en Europe. Et il disait que 80% des gens de sa promo sont des femmes. Et il disait, qu'est-ce que va être la société marocaine dans quelques années, quand toutes ces femmes auront leur diplôme, et alors que les hommes, ils vont être beaucoup moins diplômés, elles vont les manger. Il y a moyen quand même. Hein. Il y a moyen. Ça risque, je pense qu'il a raison, hein, je pense que dans quelques années, ça risque d'avoir une inversion totale de ce que l'on connaît aujourd'hui, de ce que l'on entend, parce que connaître et entendre, c'est quand même totalement différent. Moi, j'entends des choses, je ne les connais pas parce que je n'ai jamais vécu dans ces pays-là. Et c'est possible qu'en effet, la connaissance, l'indépendance, l'autonomie, ça joue beaucoup pour un être humain. Faut pas y croire, mais c'est quelque chose qui peut renverser une société, des codes et tout ça, quoi. Oui, surtout une société qui, à la base, vit sur ses acquis avec vraiment beaucoup de lois patriarcales qui protègent les hommes et les femmes qui sont en train de faire leurs revendications, qui ont maintenant... pas maintenant, mais qui ont quand même, depuis un petit moment, une éducation qui est assez poussée. Je pense que les hommes marocains ont du souci à se faire pour les futures générations. Ils vivront ce qu'ils ont fait vivre, je pense, pendant des années à ces femmes qui se battent aujourd'hui pour leur liberté et puis pour leurs droits sur leurs enfants. Enfin, moi, je vois ce que tu dis, juste leurs droits sur leurs enfants. Je pense que c'est une chose qui devrait être tellement normale et qui pourtant, en fait, dans des pays, c'est pas normal, quoi. C'est totalement à l'inverse de ce que nous, on peut connaître de la normalité, quoi. C'est ça. Après, maintenant que tu le dis, tu vois, par exemple, pour faire une petite analyse, c'est drôle, mais nous, on est vraiment sur une société qui se base sur tu m'aimes, je t'aime,
Il faut absolument qu'on soit ensemble et du coup, qu'on vive une vie d'amour et d'eau fraîche. Mais en fait, les hommes et les femmes au Maroc, en Chine, en Égypte, vivent dans deux sphères séparées. Mm. C'est-à-dire que on voit beaucoup, par exemple, dans les cafés, dans la rue ou dans certains lieux, il n'y a que des hommes. Et il va y avoir d'autres lieux où il n'y a que des femmes. Moi, j'ai adoré ma vie au Maroc. Franchement, j'étais vraiment une princesse. Les femmes, elles ont... Voilà, j'avais une vie sociale énorme. Dès qu'on connaît une femme, on est invité avec les enfants, on fait plein de trucs. Les femmes, elles s'organisent vraiment dans une société vraiment matriarcale, Mm. qui est une petite bulle dans la société super patriarcale. Et du coup, en fait, il y a tout un truc aussi de par la religion. Et ça aussi, c'est un point que j'ai découvert. Voilà, la religion, l'islam, elle met beaucoup en avant la femme. L'islam, il y a plein de choses qui sont faites pour la femme. Je parle du livre. Et après, il y a ce que l'homme en a fait et ce que la société a fait, qui sont deux choses différentes. Mais du coup, il y a quand même des choses qui sont ancrées. Et du coup, pour être belle, il faut être... voilà, pour être belle, tu vas pouvoir dépenser pour aller chez le coiffeur. Les femmes marocaines, elles vont tout le temps chez le coiffeur, tout le temps chez l'esthéticienne, les ongles, les... Et il n'y a aucun problème pour que le mari il paye pour ça. Et d'ailleurs, en soi, il doit payer pour ça. Alors que quand tu en France, la plupart du temps, le mec dit non, mais je vais pas payer ton coiffeur. Non, mais je vais pas payer tout, tu te débrouilles. Mmh. Et c'est là que tu vois les différences dans les différentes cultures. Et c'est pour ça que ça me donne très envie de voyager pour justement voir ces différences qui sont. Il y a des choses qui peuvent choquer quand on connaît pas, et il y a des choses qui sont tellement à l'encontre de nous, mais qui pourrait être la normalité chez nous, mais qui est la normalité dans d'autres pays. Et je trouve que c'est incroyable. En tout cas, ça a l'air d'être incroyable de vivre ces choses-là, de découvrir des cultures. En tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup ce que tu dis. Et je te remercie du coup encore Pas de rien. partager avec nous. Du coup, qu'est-ce que tu aimerais partager aujourd'hui et qu'est-ce que tu aimerais évoquer comme message aux femmes aujourd'hui qui nous écoutent? Alors, je pense que potentiellement, ce seront beaucoup plus des Européennes qui vont nous écouter. Alors, surtout des personnes qui comprennent le français, du moins. Qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre comme message? Si tu as une idée et que tu sens que cette idée, elle vient vraiment du fond de ton cœur, fonce. Il n'y a rien qui doit t'arrêter. Et si c'est la bonne idée, eh ben, l'univers, Dieu, tu l'appelles comme tu veux, il mettra tout sur ton chemin pour que les choses, elles se réalisent. Ça, j'en suis convaincue. Souvent, on essaie de ramer pour faire quelque chose et c'est que quelques années après, on se dit, mais en fait, je me suis embourbée là-dedans, mais heureusement que je ne l'ai pas fait. Et des fois, on se dit, mais comment ça se fait que tout était simple, tout a été ouvert et en fait, j'ai pu y aller facilement, quoi. Et ben, moi, je trouve que les choses, elles sont bien faites et je pense pas que ce soit le fruit du hasard, comme tu disais tout à l'heure. Donc voilà, si tu sens vraiment que c'est le truc où il faut que tu y ailles, c'est difficile, il y a des contraintes, il y a des choses qui te font peur. Enfin, moi, le tatouage, c'est l'opposé de mon caractère. Commencer un truc et le finir, jamais de ma vie. Être concentrée du début à la fin non-stop, ça me demandait un effort. Je rentrais chez moi, j'étais lessivée. Faire comme si tu étais sûre de toi alors que tu as peur à l'intérieur. Ça, c'est pas du tout moi. Dire ouais, je sais faire alors que tu sais pas faire. Tu te lances pas dans un truc vraiment, mais il faut que tu le fasses pour apprendre à le faire. Donc, tu es obligé de jouer le jeu et enfin, d'essayer de faire les choses au mieux. De toute façon, ce que toi, tu vois, les gens, ils voient pas la même chose. Et la façon dont toi, tu vas voir ton travail, ça vaut pour tout, pour tous les métiers, même dans ta vie privée, la façon dont toi, tu te vois et tu vois ton travail, ou tu vois ce que tu as exécuté, fait ou autre, les gens ne verront pas du tout la même chose. Donc, de toute façon, fais-le. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui va dire j'adore, c'est génial, et toi, tu vas être à l'intérieur comme ça et tu vas dire oh mon Dieu, mais c'est une catastrophe. Et pourtant, les choses, elles vont aller de l'avant et ça se trouve, c'était bien et tu vas t'en rendre compte juste après. Et ça se trouve, c'était vraiment pas bien et tu vas dire bon, il faudra plus que je le fasse. Et puis, au moins, tu n'auras pas de regrets. Je pense que c'est ça le plus triste, c'est de se dire je vais avoir vraiment des regrets. Exactement, totalement. Je pense que
arriver au terme de sa vie et de nourrir des regrets, je pense que c'est la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un. Donc, si vous avez, comme dit Elisa, si vous avez quelque chose, vous avez vraiment envie d'y aller, faites-le. Faites-le, sinon vous allez vous dire oui, mais si, oui, mais Ouais. le si, il faut l'enlever. Vas-y, à fond, et puis tu verras après par la suite. C'est ça. Après, ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais Non, 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 mais il y a des fois, il y a des projets, et puis tu arrives toujours, ben, comme tu disais tout à l'heure, ou même moi, tu arrives à des moments de vie, et en fait, c'est la vie qui te dit, je crois que c'est le moment là. Il va falloir le lancer, il va falloir le faire. Et du coup, c'est là où tu te dis, ok, je saisis l'occasion ou je la saisis pas. Franchement, exactement. je me suis lancée dans le tatouage, c'était dur. J'étais toute seule avec mes enfants, j'avais ma maison en rénovation, mon mari il était à l'autre bout du monde, bloqué après ça, il était bloqué à cause du Covid, on s'est pas vu pendant 7 mois. Je rentrais, j'avais des enfants en bas âge, je rentrais à 20h, je gagnais pas d'argent. Alors j'avoue, hein, là-dessus, j'ai eu la chance d'avoir mon mari qui m'aidait financièrement. J'étais pas seule, mère célibataire avec des enfants, et là, c'est une chance que j'ai, mais j'aurais pu trouver une autre solution et j'aurais pu être voilà, dans tous les cas j'étais déterminée à le faire, et Oui. franchement des fois même ma mère elle me disait là ça, tu travailles vraiment beaucoup, je faisais le samedi, dès qu'il y avait un client je le prenais, je le mettais tout de suite, je le calais dans la semaine, je laissais rien passer parce qu'il fallait absolument que je pratique, et voilà, et effectivement si j'avais eu envie de rester à la maison avec mes enfants. J'avais envie, hein. Franchement, des fois, j'étais pas bien, j'avais un peu honte. Je me disais, oh mon Dieu, mais quelle maman je suis. Mais en même temps, je me dis que d'un côté, je suis un exemple aussi pour elles. Voilà, j'ai 2 filles, je me dis, elles voient leur maman qui essaye des trucs. Elle essaye, elle se plante, elle est toujours en train d'essayer de contacter des gens, ça marche pas. Voilà, j'essaye toujours de faire un truc. Voilà, je suis allée voir des chirurgiens en Égypte, ça n'a pas du tout marché. Mais elles ont vu que j'y suis allée. Et du coup, je me dis que ben, elles se diront, bah, moi aussi, je vais essayer quand elles seront grandes. Enfin, j'espère. Exactement. Il vaut mieux essayer de se dire, OK, ça fonctionne pas, que de dire, est-ce que ça aurait fonctionné? Et de Voilà, rester avec ce doute et de se dire, ben, j'aurais jamais la réponse parce que je n'ai jamais essayé. c'est ça. Donc, je trouve que c'est un très bon exemple, autant pour tes filles que pour nous toutes qui t'écoutons aujourd'hui. On va bientôt arriver sur la fin de l'interview. Je vais te poser une avant-dernière question. As-tu une habitude ou un rituel quotidien qui te garde déterminé, centré sur tes objectifs, sur... Non, je suis assez brouillon là-dessus. J'ai pas de, j'arrive jamais à finir quand j'ai des médicaments à prendre pendant plusieurs jours. Enfin, je finis jamais mes cures comme je disais tout à l'heure, vraiment commencer quelque chose et le terminer, à part dans le tatouage, c'est quelque chose qui est très difficile. Maintenant, moi, c'est vraiment l'idée de toucher à tout et de toujours avoir le cerveau en ébullition, de toujours réfléchir et surtout d'avoir des projets, en fait. Je comprends. Hein. Alors, moi, personnellement, j'arrive à aller à peu près au bout des choses. Enfin, du moins, je crois. À vrai dire, je me suis jamais trop posé. Après, on m'a jamais trop dit tu vas jamais au bout des choses. Donc, je pense que j'y vais. Ah, moi, Mais je pense que tu n'es pas la seule. Hein. Quand je vois ma fille, mon aînée de 9 ans, qui est quelqu'un de très éparpillé, qui, au bout de 10 minutes, au bout d'une activité, elle me dit maman, j'en ai marre, j'arrête. Ouais. C'est pas grave. Si tu veux arrêter. Si tu ne sens pas l'envie d'aller jusqu'au bout, c'est que en fait, ça ne résonne pas vraiment avec toi. Et comme tu dis, toi, dans le tatouage, tu vas jusqu'au bout. Alors, bon, c'est aussi ton métier. Je ne pense pas que tu puisses t'arrêter au milieu d'un tatouage, mais Ouais, je non, pense c'est que ça. si tu vas aussi jusqu'au bout, c'est que ça te passionne ce que tu fais et donc tu as envie quand même d'y aller. Mhm. Ben, justement, c'est parce que j'ai choisi de suivre ce que j'avais vraiment au fond de moi, que du coup, j'arrive à aller au-delà de tout, de tous ces, enfin, de finir et d'arriver. Mais par exemple, j'ai fait plein d'autres trucs. Enfin, avant, j'avais monté une entreprise de décoration d'intérieur.
avec que des matériaux écologiques. Quand et puis après, je tombe enceinte. Alors, et après, on devait partir vivre en Russie, puis après, j'ai arrêté. Mais même ça, je le faisais à fond. J'y bossé, passé vraiment du temps, tout ça. Et puis là, maintenant, j'ai Zamani, les vêtements. Où, voilà, il faut aussi que j'alterne entre l'Égypte, les enfants, tout ce que peut avoir la vie de maman à l'étranger. Et ici, le fait de faire fabriquer dans une autre langue, elle a acheté des tissus en arabe, alors que je parle pas spécialement arabe. Enfin, mais voilà, c'est vraiment, je pense, si jamais tu te donnes à fond dans ton projet, ben, en fait, il n'y a rien qui t'arrête. Voilà, moi, je vais au souk du Caire aller négocier du coton, des rouleaux de coton avec des petits papis qui veulent juste un truc, c'est m'arnaquer, quoi. Mais c'est le jeu. Je pense pas qu'il y a que là-bas que ça se passerait comme ça. Je pense que même en France, tu trouverais quelqu'un qui veut. Non, mais si, je t'assure. Ouais. Paye-lui ce qu'il a, c'est de la meilleure qualité. Tu peux pas avoir mieux ailleurs. C'est vrai. Je pense que c'est partout. Tu as des personnes qui sont comme ça. Et je trouve que c'est bien aussi quand tu voyages parce que du coup, tu vois les différences, mais tu vois aussi les similitudes et de se dire, toi, j'ai ta référence en France. Toi, j'ai ta référence dans ce pays-là aussi. C'est vrai aussi, oui. On va arriver à la dernière partie de cette interview et c'est un peu nouveau dans cette saison. C'est une petite question qui soit te pique un peu toi, soit nous pique un peu nous à travers de ta réponse, évidemment, mais toujours dans l'authenticité. C'est vraiment ce que tu ressens et ce que tu penses toi. Donc, sens-toi libre d'y répondre ou pas si tu me dis que c'est trop personnel. Après, c'est une question qui parle voilà, des femmes en général. Qu'est-ce que tu penses de l'idée que les femmes doivent travailler 2 fois plus pour réussir? Est-ce que pour toi, c'est un mythe ou c'est une réalité? C'est dur comme question. Je pense. Oh. Je pense que. Non, je pense que. On est. Je pense que dans notre société en Europe. Ok. Je pense qu'en Europe. C'est bon, je l'ai. J'ai la. Je pense qu'on est une société privilégiée. Je pense qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Et je pense qu'on vit beaucoup trop sur nos acquis. Et je pense qu'il y a un moment, en fait, il faut y aller, quoi. Il y a des gens qui ont beaucoup moins dans d'autres pays, en Afrique, et qui arrivent à faire des choses extraordinaires. Et même dans la vie de tous les jours, sans vouloir une vie extraordinaire, il y a des gens qui ont des parcours de vie où on voit que les femmes, elles ont tout donné, elles ont bossé jusqu'à minuit, elles ont charbonné, comme on dit, et j'ai jamais vu d'Européenne travailler autant. Donc non, les femmes ne doivent pas travailler 2 fois plus, ou alors elles devraient se mettre à travailler 2 fois plus pour reprendre le niveau. Ou je vais te faire des... J'aime beaucoup cette réponse et j'espère vraiment que ça va en piquer plus d'une parce que... Oh là là. Mais c'est la... Alors, n'oublions pas qu'on est ici dans une émission de bienveillance et que, évidemment, toutes les personnes qui répondront, vous avez le droit, évidemment, de mettre votre avis. Il n'y a aucun problème. Au contraire, on vous invite à partager votre avis, à poser des questions, etc. Ce sera même avec grand plaisir. La seule chose qu'on vous demande, c'est d'être dans le respect. Mais en même temps, Elisa n'a pas tort dans le sens où elle a voyagé dans différents pays, elle a habité dans différents pays, elle a vu des personnes des différentes cultures. Et je pense que d'un côté, elle n'a pas tort dans le sens où, certes, bien sûr, on revendique des droits et on a le droit d'avoir ces droits-là, il n'y a aucun problème. Bien sûr qu'il y a des circonstances atténuantes dans certaines histoires, mais quand on voit une femme qui se plaint, mais qui ne fait rien pour changer sa situation, bah dans ces cas-là, moi, je le dis souvent, bah, arrête de te plaindre. Tout simplement parce que tu peux faire des choses, tu peux mettre en place des choses, tu peux te dégager de cette situation, vivre ta vie de rêve. Je ne sais pas ce que tu voudrais faire plus tard, tu as le droit de faire ce que tu veux. Si tu es juste élever tes enfants, élève tes enfants. Si c'est aller travailler à l'autre bout du monde, va travailler à l'autre bout du monde. Mais c'est simplement, choisis-toi, fais des choix et assume ces choix-là. Et si bah, tu n'arrêtes pas de te plaindre sans jamais rien changer, c'est aussi bah, ton choix de ne pas le faire, quoi. C'est ça. On est dans une société en France, bah, je sais que voilà, enfin, de ce que je vois aux infos en ce moment, c'est pas. Enfin,
on rabâche non-stop, qu'il n'y a rien qui marche, qu'il n'y a rien qui va, que tout est... On est dans une société en France où on a des aides sociales. On a l'hôpital, quand bien même il marche moins bien, je peux vous dire qu'il marche mieux que dans tous les pays que j'ai vus. On a des gens qui sont... on a une société quand même qui est éduquée, qui a accès à l'information, qui a accès à des aides. Il y a des aides pour les femmes qui veulent monter des entreprises. Il y a plein de choses, quoi. Il y a plein de choses. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Faut pas oublier. Moi, je pleure quand des fois mes enfants se font des bobos ou quoi et que ben voilà, on n'est pas expatriés, nous on est immigrés, donc j'ai pas de pack avec tout ce qu'il faut. Des fois, je me dis mais oh là là, si on était en France, ça aurait été tellement plus simple. Et on n'a pas ça, quoi. Et il faut pas oublier, on est en France, c'est un magnifique pays. On a plein de choses, on a le droit à plein de choses, on a accès à plein de choses. Faut y aller, quoi. Exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. Souvent, on oublie l'essentiel qu'on a dans notre vie. Et depuis plusieurs semaines, j'ai repris un rituel. Je fais du journaling, donc c'est le fait d'écrire dans un carnet. Et le soir, je marque des gratitudes pour ma journée, pour ma vie, pour moi-même. Et depuis quelques semaines, ma dernière phrase dans les gratitudes, c'est merci pour ma maison, pour mon chauffage, pour mon eau, pour ma nourriture. Parce que c'est acquis, mais moi, je l'ai et il y a des personnes, elles ne l'ont pas. Et juste sans aller dans des pays lointains, en France, vers chez nous, on a des personnes qui n'ont pas de chauffage parce qu'elles n'ont pas les moyens de se payer du chauffage. Et on a des personnes, elles dorment dans la rue parce qu'elles n'ont pas les moyens d'avoir un toit. Et je trouve que, comme tu dis, c'est important de se rappeler que oui, ok, on peut se plaindre, mais n'oublions pas qu'on a des solutions et qu'il faut simplement avoir le courage d'aller les chercher. C'est ça. Alors après, je mettrais juste une petite nuance. Je pense que tout dépend aussi de notre famille, de notre passé, de tout ça. Je suis complètement d'accord avec toi aussi. Hein. Et c'est vrai qu'après, on oublie aussi qu'il y a des gens pour qui c'est très difficile de faire ça demande un énorme effort de faire certaines choses. Et alors que pour toi, voilà. Et du coup, je juge pas du tout. Hein. Non. Je parle, voilà, mais voilà, c'est vrai que malgré tout, quand t'es en Égypte, l'autre jour, j'ai une petite fille, elle courait derrière ma voiture pour me vendre un paquet de mouchoirs. Je suis sortie, je venais de faire des petites courses, je lui ai tout donné. Après, tu rentres et tu dis... Et j'ai la même vie que tout le monde. Hein. J'ai mes enfants qui sont sur la Switch et qui se plaignent parce qu'elles n'ont pas de goûter ou je sais pas quoi. Tu vois, tu as envie de leur dire, mais tu le vois pourtant, tu as juste à sortir de la maison. Mais... Donc voilà, c'est sans jugement et je dis pas que j'ai tout vu, tout vécu ou quoi, mais quand on prend du recul et qu'on voit la société de l'extérieur, en France, on a beaucoup de chance. Oui, voilà. Non, bien sûr. Chacun a son packaging de sa vie, de ses croyances, de sa famille, de ses blessures. Et évidemment qu'il y a bien sûr, comme je disais tout à l'heure, des circonstances atténuantes. Il n'y a aucun problème. Et ben, on va arriver du coup à la fin de la vidéo, à la fin de cette interview. Je tiens à remercier Elisa pour ton temps, pour toute ton inspiration et ce que tu as pu nous partager aujourd'hui. Et je remercie également nos auditrices de nous avoir écoutés. Si vous avez envie de voir le travail d'Elisa, si vous avez envie de voir ses vêtements, si vous avez envie d'aller discuter avec elle, je vous mets toutes les informations en description. Et je vais laisser la dernière parole à Elisa et moi, je vous retrouve dans un prochain épisode dans Filles de Mars. Si tu as quelque chose à rajouter, ce sera avec grand plaisir. Sinon... merci beaucoup pour cette heure passée avec toi, Océane. C'est toujours un petit peu intimidant de parler de soi et de parler de notre vie. J'ai pas une vie exceptionnelle. J'essaie juste de me dépatouiller un peu dans ce monde, un peu comme tout le monde. En tout cas, j'espère pouvoir inspirer des gens et que voilà, après ça, elles se disent moi aussi je peux y aller, moi aussi je peux le faire et en fait, j'ai juste à foncer. Eh ben, merci pour ces derniers mots, Elisa, et je te souhaite une excellente journée. Merci, toi aussi. Merci.